Chers auditeurs, je vous ai présenté il y a quelques semaines le retour de la Grande Russie de Xavier Moreau, publié aux éditions Ellipse. Eh bien, je vais revenir aujourd'hui sur la Russie à l'occasion de la publication d'un ouvrage d'Arnaud Leclerc, toujours aux éditions Ellipse, intitulé « La Russie, puissance d'Eurasie », sous-titré « Histoire géopolitique des origines à Poutine ». La question russe, on le sait, a été un enjeu essentiel de la réflexion géopolitique, et ce depuis longtemps. On se souvient de la confrontation entre la vision d'un Mackinder, apôtre de la puissance continentale, inquiet du développement de la Russie tsariste de son époque, les visions au contraire d'un Speakman cherchant à contrôler sur le Rhineland, sur les périphéries du continent eurasien, la puissance russe dans le contexte qui allait être celui de la guerre froide. On se souvient aussi des postures et des analyses d'un Haushofer appelant de ses voeux une alliance germano-russe permettant de tenir en échec le boa anglo-saxon visant à étouffer la puissance continentale. Inutile de dire que de nombreux ouvrages ont été consacrés à cette question, principalement depuis 1991, qui a vu la chute de l'Union soviétique dans les conditions que l'on sait. Des ouvrages que l'on doit à des géographes, à des stratèges, parfois à des économistes, des ouvrages tout à fait intéressants, riches d'analyse, d'interprétation, mais qui pêchent quelque peu les uns et les autres par l'absence d'une profondeur temporelle suffisante, par l'absence de la longue durée qu'il faut toujours prendre en compte pour expliquer l'évolution de l'histoire, l'origine, la genèse et l'évolution de la puissance des États. Autant dire qu'avec le livre que je me propose de vous présenter aujourd'hui, nous avons affaire à une approche originale, puisqu'ici, eh bien, on a décidé, l'auteur a décidé de donner toute sa place à l'histoire, et plus qu'à l'histoire, à la longue histoire, puisque c'est une histoire quasiment millénaire, voire multimillénaire, dans laquelle il s'immerge pour pouvoir nous fournir les clés susceptibles de mieux comprendre ce qu'est la réalité russe d'aujourd'hui, et les motivations, les représentations qui commandent l'évolution des dirigeants de ce pays. Alors l'auteur, d'abord, l'auteur, on peut dire qu'il est un petit peu un original, vous allez comprendre pourquoi. Arnaud Leclerc, en effet, est banquier, et c'est donc un spécialiste du secteur de l'économie et de la finance, dont on sait que c'est un secteur tourné vers l'immédiateté sur le plan de la pratique. C'est quelqu'un qui, de ce point de vue, a un parcours tout à fait classique. Il est passé par la faculté de droit d'Assas, par HEC, par Harvard. Il exerce donc des responsabilités importantes depuis une vingtaine d'années dans le secteur bancaire et financier, mais il a quelque chose de plus, puisqu'il a soutenu en Sorbonne une thèse d'histoire et de géopolitique dont la matière est en grande partie à l'origine de l'ouvrage que je vous présente aujourd'hui. Ce qui est intéressant également de remarquer, c'est que Arnaud Leclerc a une très grande expérience personnelle de la matière qu'il aborde, du sujet dont il parle, puisque voilà plus de 20 ans maintenant que ses activités professionnelles le conduisent en Russie, en Ukraine, en Asie centrale. Autant dire que nous n'avons pas affaire ici à un spécialiste académique comme il y en a en grand nombre aujourd'hui, qui n'ont pas toujours la pratique du terrain qui serait nécessaire pour apporter une vision véritablement complète du sujet. Alors, ce livre, il est évidemment le bienvenu, car depuis une vingtaine d'années maintenant, la Russie interroge les analystes, les spécialistes, les observateurs. Elle a connu un effondrement inattendu, il faut bien le dire, par sa rapidité, par son ampleur. On a vu l'Empire soviétique qui faisait trembler le monde une décennie
décennies auparavant disparaître des écrans de l'histoire d'une manière tout à fait fulgurante quelque part. Et puis alors après cela, après la fin de l'URSS en 1991, il y a cet immense trou noir d'une dizaine d'années qui voit ce pays s'enfoncer dans une situation économique absolument catastrophique, connaître une crise sociale abominable, subir les humiliations que l'on sait sur le plan international, autant dire une crise majeure d'une ampleur comme rarement la Russie a pu en connaître au cours de son histoire. Et à partir de 2000 et au cours, en gros, de la décennie qui vient de s'écouler, eh bien, on assiste à un retour spectaculaire de la Russie. On constate un sursaut, un réveil dont les raisons ont été mises en lumière. La richesse de la Russie en matière de ressources pétrolières et gazières, donc cette rente énergétique dont elle a pu bénéficier dans un contexte de prix internationaux à la hausse pour ses produits. Également, bien sûr, la restauration de la fameuse verticale du pouvoir chère à Vladimir Poutine, qui a permis de stopper le délabrement général qui était en cours durant les années 1990. Alors tout cela, évidemment, est vrai, mais tout cela ne suffit pas pour comprendre au fond ce qui s'est passé en Russie. Tout ça ne suffit pas surtout pour anticiper, pour essayer d'évaluer ce que peut être l'avenir, en évitant justement les réponses toutes faites, les réponses un petit peu trop simples auxquelles on se trouve souvent confronté quand on se contente de lire les observateurs, les analystes qui peuplent aujourd'hui la presse occidentale. En fait, ce que nous dit à travers son travail Arnaud Leclerc, c'est qu'il faut se placer dans une échelle temporelle beaucoup plus longue que cette dizaine d'années. Nous sommes au-delà des conjonctures économiques ou politiques immédiates. Il faut se situer pour comprendre les secrets, les ressorts de ce retour dans une perspective beaucoup plus longue. Il faut s'interroger sur l'identité profonde de cette Russie, une identité quelque peu malmenée au cours du siècle dernier, mais qui connaît aujourd'hui un retour tout à fait spectaculaire, retour identitaire qui va commander dans une très large mesure l'avenir de la puissance russe. Et pour se pencher sur la genèse de cette identité russe, Arnaud Leclerc n'hésite pas à repartir très loin en arrière, puisque nous voilà au début de son ouvrage revenus à l'époque des mouvements de population indo-européens, à l'époque des premières tribus slaves, avant, n'est-ce pas, que se constitue l'ethnogénèse russe du contact entre ces tribus slaves dispersées et les envahisseurs scandinaves ayant remonté puis descendu les fleuves russes en direction de la mer Noire pour aboutir finalement à la constitution, à la construction de la première Russie de Kiev. Nous avons là un certain nombre de perspectives qui enracinent en quelque sorte dans un très lointain passé l'identité russe telle qu'on peut la cerner aujourd'hui. Arnaud Leclerc insiste beaucoup aussi sur la langue. On sait quelle est l'importance de ce vecteur pour un peuple, pour une nation, pour un État. Une langue russe qui est un dénominateur commun extrêmement puissant, évidemment, qui est porteuse d'une culture, d'une richesse exceptionnelle, dans laquelle se reconnaissent les Russes, qui a des chances certaines aujourd'hui de se maintenir comme une lingua franca de tout l'espace russo-centrasiatique en cours de constitution. C'est une dimension évidemment qu'il ne fallait pas négliger. De manière surprenante même, Arnaud Leclerc se tourne vers ce qu'il appelle, il consacre des pages tout à fait lumineuses, à ce qu'il appelle l'héritage païen de la Russie. Il nous renvoie là aux travaux tout à fait remarquables du grand connaisseur de la Russie que fut Pierre Pascal. On se souvient de sa religion du peuple russe, qui est un grand classique. Et Arnaud Leclerc insiste en particulier sur la genèse de cette image, de ce mythe
mythe extrêmement puissant de la terre russe. La terre russe qui a été une référence extrêmement forte au cours de la longue histoire de ce peuple quand il a fallu se lever contre les Teutoniques, contre les Mongols plus tard, contre les Polonais ou contre Napoléon. Il insiste aussi, et c'est une dimension qui apparaît également tout à fait essentielle aujourd'hui, sur l'héritage de l'orthodoxie. L'orthodoxie qui est en quelque sorte la religion du peuple russe depuis que Byzance a été emportée, on le sait, il y a maintenant plus d'un demi-millénaire, et on sait, ça surprend parfois en Occident, comment cette orthodoxie se confond en quelque sorte avec la nation russe, avec la mémoire russe, avec l'identité russe. C'est un élément essentiel aussi pour comprendre les évolutions en cours, et notamment le rapprochement tout à fait spectaculaire qui a pu s'opérer entre un pouvoir politique dont on dit souvent qu'il est l'héritier quelque part du KGB, du système soviétique, etc., et puis une orthodoxie qui avait pourtant été persécutée à l'époque communiste, mais qui retrouve aujourd'hui totalement sa place dans la définition nouvelle qui est en train de se former de la Russie. À travers cet ouvrage d'une richesse et d'une érudition tout à fait exceptionnelle, il est hors de question en quelques minutes de rendre compte de toute cette richesse, bien sûr. Je retiendrai quelques analyses, quelques éléments tout à fait révélateurs de la finesse des recherches qui ont été entreprises par l'auteur. Par exemple, quand il évoque la révolution pétrovienne, ce qu'il appelle la révolution pétrovienne, donc de Pierre le Grand, au début du XVIIIe siècle, symbolisée par la création de Saint-Pétersbourg, une révolution pétrovienne dont il fait durer le cycle, en fait, jusqu'en 1914. C'est une époque où la Russie, jusque-là marginale, périphérique par rapport à l'Europe, s'intègre complètement au grand espace européen tel qu'il s'est forgé au cours des siècles précédents. Et cette orientation vers l'Ouest, elle apparaît quelque part inéluctable, mécanique en quelque sorte, de même que le noyau de la civilisation occidentale a récupéré progressivement les premières périphéries slaves autour de l'an 1000, à travers la Pologne, la Hongrie, la Russie plus éloignée, y vient à son tour donc avec le XVIIIe siècle, avec l'époque des Lumières. Mais ce que nous fait valoir l'auteur, c'est que les choses ne sont pas aussi simples et que pour les Russes et dans la représentation que se font les Russes de leur place dans ce monde européen, le danger pour eux à plusieurs reprises est venu de l'Ouest. Il suffit de se rappeler de ce que furent les menaces teutoniques, la menace suédoise, la menace polonaise par exemple, qui paradoxalement ont pu apparaître plus dangereuses à certaines époques que la domination mongole, qui permettait au moins à l'identité russe de se maintenir pour l'essentiel contre le paiement d'un tribut, alors que les croisades de teutoniques ou polonaises, c'était évidemment l'essence même de l'âme russe qui se trouvait mise en question. Alors ce rapport à l'Ouest, ce rapport à l'Occident, malgré la révolution pétrovienne, l'auteur le met particulièrement bien en lumière. La Première Guerre mondiale, la guerre civile, la révolution vont entraîner les ruptures que l'on sait, et l'auteur montre aussi que pendant la période suivante, l'Empire soviétique, l'Union soviétique, puis l'Empire soviétique, quand il se constitue, c'est évidemment en rupture avec l'Europe, et cela pendant 70 ans, presque 3/4 de siècle. C'est une époque où Staline s'attache à la définition d'un premier eurasisme dans lequel on invoque les mânes des anciens sites comme père fondateur d'une Russie originelle largement imaginée. En tout cas, ce monde russe, il a le sentiment à l'époque d'un encerclement, d'une menace qui pèse sur lui. On se souvient de la politique des Alliés après la Première Guerre mondiale, le fameux cordon sanitaire qu'il convenait d'établir autour de la Russie. Tout cela explique les représentations, l'image
l'approche que peuvent avoir les Russes de l'Occident, ce qui peut permettre de mieux comprendre certaines réactions aujourd'hui par rapport aux initiatives américaines de déploiement du fameux bouclier antimissile prétendument tourné contre l'Iran, mais dont tout le monde sait bien qu'il est avant tout tourné contre la Russie. La guerre froide confirme encore cette situation.